L'aube se lève sur un paysage ancestral. Les premières lueurs du jour s'insinuent dans les vallées creusées par les glaciers il y a des milliers d'années, illuminant des forêts qui se dressent depuis des temps immémoriaux. C'est le pays de Galles, un pays sauvage, indompté et impitoyable. Des sommets enneigés de Snowdonia aux forêts de chênes vierges de la vallée de la Wye, ces terres recèlent les secrets d'une survie face à des conditions extrêmes. Été torride, hiver rigoureux, renaissances printanières et récoltes automnales, la vie ici est un défi permanent. Les contours accidentés de cette terre ont été façonnés par le feu et la glace. Ce qui en reste témoigne de la résilience de la nature. Les 1000 ans royaux planent au-dessus des chênes centenaires. Les loutres se faufilent silencieusement dans les ruisseaux cristallins et l'insaisissable martre des pins émerge de l'ombre des bois. C'est un royaume où les saisons dictent la survie, où l'abondance de l'été cède la place aux préparatifs de l'automne, où la rareté de l'hiver met à l'épreuve même les créatures les plus adaptées avant que le renouveau du printemps ne relance le cycle. Pour les créatures qui peuplent ces forêts, chaque jour est une bataille. Une bataille pour le territoire, la nourriture et la vie elle-même. Leurs adaptations, affinées au fil des millénaires, sont mises à rude épreuve alors que la nature sauvage galloise déverse toute sa puissance sur ceux qui y vivent. Rejoignez-nous pour un voyage d'une année entière dans les forêts les plus impressionnantes du pays de Galles. Soyez témoins de la lutte quotidienne pour la survie dans un décor d'une beauté à couper le souffle et de défis impitoyables. Bienvenue au pays de Galles sauvage, où seuls les plus résistants survivent. Les forêts galloises comptent parmi les dernières véritables étendues sauvages des îles britanniques. Ce ne sont pas de douces forêts, mais des écosystèmes exigeants qui poussent leurs habitants aux limites de leur endurance. Dans ces bosquets anciens, prédateurs et proies se livrent à une danse éternelle. Les renards roux tractent les lapins imprudents à travers les sous-bois denses. Les autours patrouillent la canopée avec une précision mortelle. Sous les troncs d'arbres pourrissants, les rares petits rhinolophes rivalisent avec les martres des pins pour s'emparer de précieux insectes. Ici, la compétition pour les ressources est féroce et impitoyable. Le changement des saisons transforme ces forêts, autrefois havres de paix, en champs de bataille impitoyables où seuls les plus forts et les plus adaptables survivent. Le pays de Galles est une terre d'extrême. Des pluies torrentielles peuvent laisser place à la sécheresse en quelques semaines seulement. De violentes tempêtes frappent le paysage avec une régularité croissante. Des crues soudaines ravagent le sol forestier, tandis que les incendies de forêt en été menacent des siècles de croissance. Pourtant, ce sont précisément ces défis qui ont façonné l'un des écosystèmes les plus résilients d'Europe. Les anciennes forêts de chênes du pays de Galles remontent à la dernière période glaciaire, leurs troncs noueux témoignant de milliers d'années d'évolution et d'adaptation. Le pays de Galles abrite certains des écosystèmes forestiers les plus diversifiés de Grande-Bretagne, chacun possédant son propre caractère et ses propres défis. Des pentes brumeuses de Snowdonia aux vallées verdoyantes des Brecon Beacons, ces forêts forment une mosaïque d'habitats à travers le paysage gallois. Les plus anciennes d'entre elles, les forêts tropicales celtiques, sont des vestiges de forêts qui couvraient autrefois une grande partie de la Grande-Bretagne après la dernière période glaciaire. Ces forêts tropicales tempérées sont caractérisées par des chênes, des frênes et des bouleaux recouverts de plus de 200 espèces de mousses et de lichens. Leur humidité crée des conditions idéales pour des champignons et des invertébrés que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Grande-Bretagne. Plus à l'est, les forêts de la vallée de la Wye forment une frontière naturelle entre le pays de Galles et l'Angleterre. Ici, chênes et hêtres centenaires forment une canopée dense sur un sol riche et fertile. La rivière qui serpente dans cette vallée apporte une eau vivifiante, mais aussi la menace d'inondations dévastatrices. Au nord, les plantations de conifères de la forêt de Cloquenog abritent certains des mammifères les plus rares de Grande-Bretagne, dont l'insaisissable martre des pins.
Bien qu'elles aient été créées par l'homme, ces forêts sont devenues des refuges essentiels pour la faune qui peine à s'implanter ailleurs. Tout au long de l'année, ces forêts diversifiées se transforment radicalement au gré des saisons. Chaque changement apporte de nouveaux défis et opportunités aux créatures qui y vivent. Et c'est à ces transformations saisonnières que nous nous intéressons aujourd'hui, à commencer par le printemps, saison de la Renaissance. Alors que l'hiver s'atténue sur les forêts galloises, la vie reprend vie sous le sol dégelé. Les premiers personnages délicats perçant la terre durcie par le gel, annonçant l'arrivée du printemps. Au-dessus, sous la canopée des chênes centenaires, les bourgeons gonflent de potentiel, prêts à déployer leurs premières feuilles vertes de l'année. Après des mois de dormance, le sol de la forêt se pare d'une explosion de couleurs. Les jacinthes des bois tapissent les clairières d'un bleu-violet éclatant, leur doux parfum emplissant l'air. Les anémones des bois, l'ail des ours et l'archange jaune créent une mosaïque sous les pieds, captant la précieuse lumière du soleil avant que la canopée ne se referme sur eux. Le renard roux est sans doute le prédateur le plus adaptable et le plus répandu dans les forêts galloises au printemps. À mesure que l'hiver se relâche, des changements importants se produisent au sein de la dynamique familiale des renards. Au début du printemps, les renardes qui se sont accouplés pendant la saison de reproduction de janvier ont déjà établi leur terrier, des systèmes complexes de tanières souvent creusés à flanc de collines ou sous les racines de chênes centenaires. Ces endroits offrent un excellent drainage, de multiples voies de fuite et la proximité de territoires de chasse fiables. La relation entre le renard et la forêt est inscrite dans une sélection de générations pour ceux qui ont choisi judicieusement de survivre afin de transmettre leurs gènes, tandis qu'une mauvaise sélection des tanières a souvent entraîné famine ou prédation. Avril marque l'émergence des renardeaux, généralement 4 à 6 par portée, de leur tanière natale. Nés aveugles et sourds, ils ont passé leurs premières semaines entièrement dépendants du lait maternel. Maintenant, les yeux ouverts et la curiosité éveillée, ils commencent leur apprentissage de la vie en forêt. La relation des adultes avec l'écosystème forestier révèle une complexité remarquable. Loin d'être de simples prédateurs, les renards agissent comme des ingénieurs écosystémiques. Leur prédation sur les lapins contribue à prévenir le surpâturage du sous-bois, permettant ainsi aux jeunes arbres et aux fleurs printanières de s'épanouir. Leur régime alimentaire omnivore, qui s'élargit au printemps pour inclure des coléoptères, des vers de terre et même des fruits, en fait d'importants disperseurs de graines et régulateurs d'invertébrés. L'évolution du renard l'a doté de capacités sensorielles extraordinaires, particulièrement adaptées à la vie en forêt. Son ouïe exceptionnelle lui permet de détecter le bruissement d'un campagnol sous les feuilles mortes ou le mouvement d'un scarabée dans le sol. Sa vue, sans être remarquable par son acuité, excelle dans la détection des mouvements. Le plus impressionnant est peut-être son odorat, estimé à des centaines de fois supérieur à celui de l'humain. Cette prouesse olfactive permet aux renards printaniers de construire des cartes mentales détaillées de leur territoire, détectant tout, de la disponibilité des proies à la présence de concurrents, par la seule odeur. Alors que les familles de renards se font plus visibles à mesure que la saison avance, une autre présence dominante dans les forêts galloises se livre à ses propres rituels printaniers. Le blaireau européen, le plus grand prédateur terrestre encore présent au pays de Galles, émerge de l'hiver avec une détermination renouvelée. Les clans de blaireaux ont surmonté les mois de vaches maigres en combinant activité réduite et réserve de graisse plutôt qu'en hibernant véritablement. Aujourd'hui, avec la hausse des températures du sol et l'activité accrue des vers de terre, leur principale source de nourriture, les terriers de blaireaux se transforment en véritables foyers d'activité. La relation entre les blaireaux et les forêts galloises remonte à des milliers d'années et des traces de leur présence remontent à la dernière période glaciaire. Cette longue association a créé une profonde interdépendance.
Les terriers de blaireaux, qui peuvent être vieux de plusieurs siècles et contenir des kilomètres de galeries, modifient fondamentalement la structure des sols forestiers, créant des micro-habitats uniques pour des champignons et des invertébrés spécialisés, introuvables ailleurs. Leurs fouilles intensives aèrent le sol et leurs latrines, des zones spécifiques où les blaireaux déposent leurs excréments, créent des zones riches en nutriments qui soutiennent des communautés végétales particulières. Ainsi, les blaireaux agissent comme des ingénieurs écosystémiques, remodelant physiquement l'environnement forestier de manière durable pendant des générations. Le printemps est particulièrement important pour les clans de blaireaux, car les petits nés en février font leurs premières incursions timides à la surface. Ces jeunes blaireaux, dont la face rayée est caractéristique et rappelle celle de leurs parents, doivent rapidement apprendre à connaître le territoire du clan, à identifier les sources de nourriture fiables, les chemins menant à l'eau et les latrines qui délimitent leur domaine. L'éducation des louveteaux doit être complète et rapide. À la fin de l'été, ils devront contribuer à la survie du clan. Les blaireaux présentent une adaptation évolutive particulièrement bien adaptée à l'environnement forestier gallois, notamment grâce à leur remarquable capacité à creuser. Leurs puissants membres antérieurs, munis de longues griffes et soutenus par des muscles massifs ancrés à des os scapulaires spécifiques, leur permettent de creuser même dans les sols argileux lourds, courant dans les forêts galloises. Cette capacité à créer des abris a des conséquences profondes sur leur survie, leur permettant d'élever leurs petits dans des environnements sécurisés et de surmonter des défis environnementaux qui survivraient à des mammifères moins spécialisés. Leurs activités de creusement profitent également à l'ensemble de la communauté forestière, car les terriers abandonnés offrent des abris prêts à l'emploi à d'autres espèces, des renards aux lapins. Tandis que ces mammifères prédateurs dominent le spectacle saisissant des forêts galloises au printemps, la canopée qui les surplombe abrite une histoire tout aussi fascinante, celle des oiseaux migrateurs des forêts. En avril, les oiseaux résidents qui ont survécu à l'hiver gallois sont rejoints par les migrateurs estivaux, transformant la forêt, autrefois relativement calme, en un amphithéâtre de chants concurrents. Cette communauté aviaire représente peut-être la faune la plus visible et la plus audible des forêts galloises au printemps. Le gobe-mouche noir, avec son plumage noir et blanc saisissant chez les mâles, est un exemple typique des espèces migratrices qui caractérisent les forêts galloises au printemps. Après avoir hiverné en Afrique de l'Ouest, ces petits oiseaux effectuent chaque année le périlleux voyage de retour vers les mêmes forêts de chênes gallois. Leur histoire évolutive leur a conféré des capacités de navigation remarquables qui les guident à travers les continents vers les mêmes territoires qu'ils occupèrent les années précédentes. Les mâles arrivent les premiers, établissant leur territoire par un chant persistant, leurs phrases mélodiques annonçant à la fois l'emplacement et la qualité aux femelles qui les suivent des semaines plus tard. Ces oiseaux programment leur retour pour coïncider avec l'émergence des chenilles qui se nourrissent des feuilles de chêne fraîchement déployées. Cette source de nourriture spécifique fournit le régime riche en protéines nécessaire à la survie des oisillons. La synchronisation doit être parfaite. Une arrivée trop précoce entraîne une pénurie de nourriture. Une arrivée trop tardive entraîne une concurrence féroce pour les sites de nidification. Le changement climatique menace désormais ce calendrier délicat. Les feuilles de chêne et les chenilles émergent plus tôt, tandis que la migration des moucherolles reste relativement déterminée par les signaux lumineux dans leurs aires d'hivernage africaines. Le pouillot siffleur, autre migrateur caractéristique, arrive dans les forêts galloises fin avril. Son chant, rythmé par une accélération, commençant lentement puis se transformant en un trille chatoyant, devient l'un des sons les plus caractéristiques des chênaies de montagne. Cet oiseau délicat a développé des besoins spécifiques en matière d'habitat, que les forêts galloises satisfont parfaitement. Il privilégie les forêts de feuillus matures, avec un sous-bois minimal et un tapis de feuilles mortes pour ses nids en forme de dôme. Sa présence dans une forêt témoigne de la santé et de la maturité de cet habitat. Parmi les oiseaux résidents, le pic-et-pêche se fait particulièrement remarquer au printemps. La forêt résonne de ses tambourinages.
Ce comportement témoigne d'une adaptation évolutive unique. Plutôt que de se fier uniquement à la communication vocale, les pics ont développé un langage percussif qui porte plus loin dans les forêts denses que leur seul cri. Le tambourinage est un indicateur fiable de la forme physique de l'oiseau, car seuls les individus les plus forts peuvent maintenir les roulements de tambour les plus rapides et les plus longs. La relation du pic avec les forêts galloises va bien au-delà de son tambourinage printanier. Ces oiseaux jouent un rôle primordial dans l'excavation de cavités, créant des trous qui servent ensuite à des dizaines d'autres espèces incapables de créer les leurs. Les citelles, diverses mésanges, les moucherolles et même les chauves-souris dépendent des trous des pics pour se reproduire et s'abriter. De ce fait, les pics constituent une espèce clé dont les activités d'ingénierie soutiennent une communauté diversifiée d'habitants de la forêt. Leur comportement alimentaire, qui consiste à arracher l'écorce pour accéder aux larves de coléoptères, crée des opportunités de nourriture pour les oiseaux plus petits tout en contrôlant les populations d'insectes qui, autrement, pourraient endommager les arbres. La diversité de la communauté aviaire en dit long sur la structure et la santé des forêts galloises. Les forêts anciennes abritent généralement plus de 30 espèces d'oiseaux nicheurs, dont les besoins variés, allant des oiseaux nicheurs dans la canopée aux oiseaux nicheurs au sol, des granivores aux insectivores, reflètent la complexité de l'habitat créé par des siècles de développement. Le chant de l'aube dans ces forêts représente l'une des symphonies les plus complexes de la nature, chaque espèce occupant sa propre niche acoustique, certaines chantant à des fréquences plus élevées, d'autres plus basses, certaines commençant avant l'aube, d'autres se joignant à la lumière croissante. Sous la cacophonie du chant des oiseaux, les forêts galloises accueillent au printemps une autre renaissance, moins visible mais tout aussi importante, la croissance explosive de la flore. Cette course contre la canopée qui se referme donne lieu à une floraison spectaculaire, mais brève. Les jacinthes des bois transforment le sol forestier en tapis azur chatoyant, ayant évolué pour achever la majeure partie de leur cycle de vie, avant que les feuilles des arbres ne bloquent la lumière solaire, source de vie. Ces anciennes plantes indicatrices, dont la présence témoigne de l'existence séculaire d'une forêt, représentent l'un des spectacles naturels les plus marquants du pays de Galles. Leur lien avec leur forêt natale s'est affiné au fil des millénaires. Leurs bulbes emmagasinent l'énergie accumulée pendant la brève période printanière pour les soutenir jusqu'à la fin de l'année. Les anémones des bois, avec leurs délicates fleurs étoilées, se multiplient aux côtés de l'ail des ours, dont l'arôme piquant imprègne les vallées boisées humides. Ces plantes printanières éphémères affichent un taux de colonisation remarquablement lent, progressant à seulement 2 mètres par siècle grâce à la croissance de leurs rhizomes. Leur présence dans une forêt témoigne ainsi de l'ancienneté et de la stabilité de cet habitat. La stratégie évolutive de ces plantes, qui consiste à émerger tôt, à fleurir rapidement et à restituer les nutriments à leurs réserves souterraines avant la fermeture de la canopée, représente une adaptation brillante à la saisonnalité particulière de la luminosité des forêts de feuillus. À la transition du printemps vers l'été dans les forêts galloises, l'écosystème atteint son pic de productivité. La prolongation de la lumière du jour stimule la photosynthèse dans les feuilles fraîchement écloses, créant ainsi de l'énergie qui circule dans des réseaux trophiques complexes. Les renardeaux gagnent en autonomie et acquièrent des compétences de chasse par le jeu et l'observation. Les jeunes blaireaux deviennent plus aventureux, approfondissant leur connaissance des limites territoriales et des sources de nourriture. Les oiseaux des bois passent de la parade nuptiale à l'érection exigeante des oisillons, effectuant d'innombrables sorties de recherche de nourriture, le bec chargé de chenilles. En juin, les forêts galloises ont atteint leur apogée verdoyante. La canopée forme une mer de verdure ininterrompue, filtrant la lumière du soleil d'une douce lueur émeraude. Le sol forestier, désormais à l'abri du soleil direct,
prend un aspect différent lorsque les fleurs printanières fanent et sont remplacées par des plantes adaptées à des conditions de faible luminosité. L'été apporte des journées chaudes et des nuits douces, créant des conditions idéales pour les habitants de la forêt. Pourtant, cette saison d'abondance n'est pas sans défi. La sécheresse peut transformer les ruisseaux en filets d'eau et réduire la litière de feuilles mortes en poussière. La concurrence pour les ressources reste féroce, les animaux s'engraissant en prévision des périodes plus difficiles à venir. Le cerf élaphe, le plus grand mammifère terrestre de Grande-Bretagne, domine les forêts galloises en été. Après avoir perdu son pelage d'hiver, il arbore désormais un élégant pelage brun-roux qui lui offre un excellent camouflage dans l'ombre baignée de soleil de l'intérieur des forêts. En juin, les faons de l'année précédente sont sevrés et les femelles gestantes après le rut d'automne se préparent à mettre bas. Elles recherchent des zones isolées au cœur du sous-bois où une végétation dense les protège des prédateurs pendant leur période la plus vulnérable. L'été représente une période d'alimentation cruciale où ces magnifiques ongulés peuvent enfin accéder à une végétation abondante après la pénurie hivernale. Leur comportement de broutage façonne profondément la structure de la forêt. L'alimentation sélective des jeunes arbres influence la génération suivante, créant une régénération inégale qui, à terme, accroît la diversité des habitats. Les zones fortement broutées par les cerfs développent un caractère distinctif. Certaines espèces végétales, jugées immangeables par les cerfs, deviennent dominantes, tandis que d'autres disparaissent complètement du sous-bois accessible. Leur système digestif, composé d'un estomac à 4 compartiments et d'un microbiote spécialisé, leur permet d'extraire les nutriments d'une grande variété de matières végétales. Cette flexibilité alimentaire leur est précieuse en été, où ils consomment de tout, des jeunes pousses tendres des feuillus aux diverses plantes herbacées des clairières. Leurs sabots fendus leur assurent une stabilité optimale sur divers terrains forestiers, des berges boueuses des ruisseaux aux pentes rocheuses des hautes terres, leur permettant d'accéder aux ressources de leur vaste territoire. L'été apporte des changements importants à la structure sociale des cerfs. Les femelles qui mettent bas forment souvent des groupes matriarcaux peu denses, assurant protection et vigilance mutuelle face aux prédateurs. Les faons, tachetés de blanc qui créent un camouflage remarquable dans les sols forestiers baignés de soleil, restent cachés une grande partie de la journée, visités périodiquement par leur mère pour se nourrir. Ce pelage tacheté témoigne d'une adaptation évolutive spécifiquement adaptée aux conditions de luminosité des forêts estivales, rendant les faons quasiment invisibles lorsqu'ils sont immobiles au milieu de la végétation. Pour les cerfs dominants, l'été est une période d'alimentation intensive et de croissance des bois. Après avoir perdu leur bois de l'année précédente au printemps, ils consacrent une énergie débordante à en développer de nouveaux, plus grands et plus complexes qu'auparavant. Cette régénération annuelle du tissu osseux représente l'un des exploits naturels les plus remarquables en matière de croissance rapide. Les bois pouvant pousser jusqu'à 2,5 cm par jour au plus fort de leur développement. Les besoins nutritionnels sont immenses, obligeant les cerfs à consommer une végétation riche en minéraux partout dans la forêt. Leurs sentiers caractéristiques, menant à leur zone d'alimentation préférée, deviennent de plus en plus fréquentés à mesure que l'été avance. Si les cerfs élaphes dominent l'écosystème terrestre des forêts galloises en été, les cours d'eau qui les sillonnent abritent leur propre espèce souveraine. La loutre d'Europe, qui a connu un rétablissement remarquable au pays de Galles après avoir frôlé l'extinction au milieu du XXe siècle, atteint son pic d'activité pendant ces mois plus chauds. Grâce à la croissance rapide des petits nés au printemps, les familles de loutres deviennent plus visibles le long des ruisseaux et rivières boisées, profitant de l'abondance des poissons de la saison. Leur présence témoigne de la santé des cours d'eau, dont l'eau propre et riche en oxygène est capable d'abriter diverses populations de poissons, notamment les saumons, les truites et les anguilles, qui se déplacent entre les ruisseaux forestiers et la mer.
La relation entre les loutres et leur habitat forestier révèle des adaptations évolutives fascinantes. Leur fourrure dense à double couche offre à la fois isolation et imperméabilité, leur permettant de chasser efficacement même dans les eaux plus fraîches qui traversent les vallées boisées ombragées. Leur corps fuselé et leur queue puissante, développée pour la locomotion aquatique, leur permettent d'attraper des proies inaccessibles aux autres prédateurs. L'été, les familles de loutres s'adonnent à une éducation intensive de leurs petits. Les loutons nés plus tôt dans l'année doivent maîtriser des techniques de chasse complexes avant que la montée des eaux et les courants plus forts de l'automne ne rendent la pêche plus difficile. Les loutres adultes font preuve d'un comportement parental remarquable, attrapant et relâchant délibérément des poissons pour enseigner aux loutons les bonnes techniques de chasse. Leur comportement ludique, qui consiste à glisser sur les berges boueuses et à lutter en eau peu profonde, développe une coordination musculaire essentielle et des compétences sociales nécessaires à leur survie. Leur communication, qui implique un répertoire complexe de sifflements, de gazouillis et de marquages olfactifs, contribue à maintenir la cohésion familiale dans les territoires linéaires qui longent les cours d'eau à travers le paysage forestier. L'impact des loutres sur les écosystèmes forestiers va au-delà de leur rôle de prédateurs au sommet des chaînes alimentaires aquatiques. Leur comportement enrichit les zones riveraines en nutriments grâce à des restes alimentaires dispersés et à des dépôts de débris, créant ainsi des zones fertiles propices à la végétation riveraine. Leurs tanières, souvent creusées dans les racines des arbres riverains, peuvent perdurer pendant des générations et devenir partie intégrante de la structure physique de la forêt. La relation complexe entre les loutres, les populations de poissons et la végétation riveraine constitue l'un des réseaux écologiques les plus fascinants des forêts galloises en été. Les écosystèmes forestiers les plus caractéristiques du pays de Galles sont sans doute les forêts tropicales celtiques, des forêts tempérées d'importance internationale situées principalement dans l'ouest du pays. Ces forêts anciennes, caractérisées par des précipitations abondantes, des températures relativement stables et une humidité exceptionnelle, abritent une faune et une flore uniques en Grande-Bretagne. En été, alors que d'autres forêts connaissent des périodes de sécheresse, ces forêts tropicales conservent leur humidité caractéristique, favorisant une explosion de vie particulièrement visible chez leur habitant estival le plus dominant. Les espèces les plus caractéristiques de la forêt tropicale celtique, les fougères filandreuses, atteignent leur apogée pendant les mois d'été. Ces plantes remarquables, notamment la fougère filandreuse de Tonbridge et la fougère filandreuse de Wilson, sont des fossiles vivants restés pratiquement inchangés depuis des millions d'années. Leurs frondes fines, épaisses d'une seule cellule, paraissent presque translucides lorsqu'elles sont rétroéclairées par le soleil d'été filtrant à travers la canopée. Cette adaptation extraordinaire leur permet d'absorber l'humidité directement par leurs frondes plutôt que de dépendre uniquement de leurs racines, parfaitement adaptées au microclimat perpétuellement humide de ces forêts. La relation entre les fougères filamenteuses et l'environnement de la forêt tropicale galloise révèle la précision de leur adaptation évolutive. Ces plantes anciennes occupent des niches très spécifiques, parois rocheuses exposées au nord, pieds de certaines espèces d'arbres, berges ombragées, où elles évitent la lumière directe du soleil, tout en recevant suffisamment de lumière indirecte pour la photosynthèse. Leur répartition au sein de la forêt crée une carte des conditions microclimatiques, leur présence ou leur absence servant de capteur naturel de température et d'humidité. En été, lorsque les autres espèces de fougères atteignent leur pleine croissance, les fougères filamenteuses deviennent des éléments plus visibles de la mosaïque complexe de la forêt. La prédominance des bryophytes dans les forêts tropicales celtiques est particulièrement évidente en été. Avec plus de 200 espèces potentiellement présentes sur un seul site, ces plantes primitives forment des tapis d'un vert éclatant sur les rochers, les troncs d'arbres et le sol forestier. Plutôt que de se replier en été comme dans les forêts plus sèches, la communauté de bryophytes des forêts tropicales celtiques maintient une activité maximale
profitant de l'humidité constante et de la lumière filtrée. Des espèces comme la grande cyprine et la mousse lumineuse forment des communautés distinctes qui persistent dans ces endroits depuis la dernière période glaciaire. Leur présence témoignant d'une stabilité environnementale millénaire. L'importance écologique de ces communautés de bryophytes va bien au-delà de leur impact visuel. Elles fonctionnent comme des régulateurs d'humidité, absorbant l'eau de pluie et la restituant lentement, modérant ainsi l'hydrologie de la forêt, même lors des averses estivales. Leur structure complexe crée des micro-habitats pour d'innombrables invertébrés, des oursons d'eau aux coléoptères spécialisés que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Grande-Bretagne. Leur capacité à piéger et à décomposer lentement la matière organique contribue au développement du sol sur des surfaces rocheuses autrement nues, permettant ainsi la colonisation ultérieure par des plantes plus grandes. Ainsi, la communauté de bryophytes sert à la fois d'ingénieurs écosystémiques et d'indicateurs de la qualité écologique exceptionnelle de la forêt tropicale celtique. L'été dans les forêts galloises marque également le pic d'activité d'un autre élément dominant mais souvent négligé de l'écosystème. La communauté des pollinisateurs. Les clairières, les chemins et les lisières des forêts abritent une extraordinaire diversité de papillons, chaque espèce étant adaptée à des structures forestières et à des communautés végétales particulières. Le damier brun, l'un des papillons les plus menacés de Grande-Bretagne, trouve refuge dans certaines lisières de forêts galloises où sa plante nourricière larvaire pousse en abondance. Avec une envergure de plus de 5 cm, ces magnifiques papillons oranges aux marques noires distinctives représentent une espèce emblématique pour la conservation des forêts. La relation de la fritillère avec les forêts galloises illustre les besoins complexes de créatures apparemment simples. Les adultes ont besoin de clairières fleuries pour se nourrir de nectar, tandis que leurs chenilles ont besoin de violettes poussant dans des conditions microclimatiques spécifiques, généralement des endroits chauds et abrités, légèrement ombragés. Cette double exigence signifie qu'elles ne prospèrent que dans des forêts structurellement diversifiées, composées à la fois d'arbres matures et d'espaces ouverts. Leur cycle biologique annuel a évolué pour se synchroniser parfaitement avec la progression saisonnière de la forêt. Les œufs pondus en été éclosent en chenilles qui se nourrissent brièvement avant d'hiberner pendant l'hiver, reprennent leur alimentation à l'émergence des violettes printanières et enfin se nymphosent pour émerger en adultes lorsque les fleurs estivales de la forêt atteignent leur pic de production de nectar. Plus profondément dans la canopée forestière, l'été voit éclore un autre pollinisateur. La communauté des cirfes. Les forêts galloises abritent plus de 250 espèces de ces insectes remarquables dont beaucoup atteignent leur apogée pendant les mois les plus chauds. Ressemblant à des guêpes ou des abeilles aux couleurs vives, ces mouches inoffensives incarnent le mimétisme évolutif à son paroxysme. Des espèces comme le cirfe imitateur de frelons ont développé des colorations et des comportements si proches de leurs dangereux modèles que même les naturalistes expérimentés peuvent s'en laisser tromper momentanément. Ce mimétisme offre une protection contre les prédateurs qui ont appris à éviter les insectes piqueurs. Le rôle écologique des cirfes dans les forêts galloises est difficile à surestimer. À l'âge adulte, ils servent de pollinisateurs primaires pour de nombreuses fleurs des bois, notamment celles de la famille des ombellifères qui fleurissent en été. Leurs larves, cependant, jouent des rôles encore plus diversifiés. Certaines espèces consomment de grandes quantités de pucerons, assurant ainsi une lutte naturelle contre les ravageurs. D'autres se nourrissent de bois en décomposition, accélérant ainsi la décomposition et le cycle des nutriments. Certaines se développent même dans les coulées de sève des arbres endommagés, créant des micro-habitats spécialisés pour d'autres organismes. Ils forment avec l'écosystème forestier, fait des cirfes des contributeurs essentiels à la santé et à la diversité des forêts. À mesure que l'été se rapproche de l'automne dans les forêts galloises, l'écosystème atteint sa biomasse maximale. La canopée fermée favorise la photosynthèse à son maximum, créant de l'énergie qui circule dans les réseaux trophiques de la forêt.
Les cerfs et lafes s'engraissent grâce à la végétation abondante, constituant des réserves pour le rut automnal. Les loutres développent des aptitudes à la chasse qui leur permettront de traverser les périodes de vaches maigres à venir. Dans les forêts tropicales celtiques, les communautés complexes de bryophytes et de fougères filamenteuses tirent parti de l'humidité constante et de la lumière filtrée qui confèrent à ces habitats une importance mondiale. Alors que les jours raccourcissent et que les températures chutent, les forêts galloises subissent leur transformation visuelle la plus spectaculaire de l'année. La canopée d'un vert intense se fracture en un kaléidoscope de jaune, d'orange et de rouge, tandis que les feuillus extraient la chlorophylle de leurs feuilles, révélant les pigments sous-jacents. Ce spectacle de couleurs masque une période de préparation urgente. Pour les habitants de la forêt, l'automne représente la dernière chance de constituer des réserves avant la pénurie hivernale. C'est une saison d'activité frénétique et de décisions cruciales qui détermineront la survie dans les mois à venir. Pour le jay, l'automne est une période d'intense activité. Ces corvidés colorés, au plumage rose et aux ailes bleu vif, deviennent les plus grands planteurs d'arbres de la nature. Un seul jay peut enfouir plus de 5000 glands en une saison, les enterrant un par un à des endroits dont il se souvient avec une précision remarquable. Ceux oubliés germeront, assurant ainsi la régénération de la forêt. La relation entre les geais et les chênes représente l'une des symbioses les plus parfaites de la nature. L'oiseau dépend de la générosité de l'arbre pour survivre à l'hiver, tandis que le chêne dépend de l'habitude du jay de planter ses glands loin de l'arbre parent, où ils ont de meilleures chances de pousser sans concurrence. Ce partenariat façonne les forêts européennes depuis des millions d'années. L'automne révèle la véritable intelligence du guéaille. Ces oiseaux font preuve non seulement d'une mémoire spatiale exceptionnelle, mais aussi d'une planification sophistiquée. Ils ne sélectionnent que les glands viables, les transportant souvent sur plusieurs kilomètres avant de les enterrer et choisissent des emplacements offrant des conditions de sol et une exposition au soleil appropriée. Lorsqu'ils se déplacent d'une cache à l'autre tout au long de l'hiver, ils se souviennent non seulement de l'emplacement, mais aussi du type et de la qualité de la nourriture stockée dans chacune d'elles. Les anciennes forêts de chênes du pays de Galles atteignent leur pleine majesté en automne. Ces arbres, chargés de glands, sont l'aboutissement de l'énergie investie dans la reproduction tout au long de l'année. Ces graines nutritives représentent à la fois l'avenir de la forêt et une source de nourriture vitale pour d'innombrables créatures. Leurs troncs massifs, noueux et patinés par des siècles de climat gallois, assurent la stabilité d'un paysage en pleine mutation. Tandis que leurs feuilles prennent des teintes cuivrées et bronze bruni, les chênes créent une atmosphère de cathédrale sous leurs voûtes étalées. La lumière tamisée qui filtre à travers crée des flaques d'or sur le sol de la forêt, illuminant les sous-bois moussus et les feuilles mortes. Lorsque les orages d'automne s'abattent, les chênes se dressent résolument. Leurs racines profondes les ancrant fermement tandis que leurs branches flexibles dansent et se balancent au gré du vent plutôt que de le combattre. La contribution du chêne à l'écosystème forestier est inestimable. Un seul arbre mature peut abriter plus de 2500 autres espèces, des oiseaux nichant dans ses branches aux champignons qui se développent autour de ses racines. En automne, cette relation s'intensifie tandis que l'arbre se prépare à la dormance, transférant les nutriments à travers le réseau forestier de connexions mycorhiziennes qui le relient à ses voisins. Le sol forestier regorge de champignons lorsque les pluies d'automne déclenchent leur cycle de reproduction. Du petit pin comestible à l'amanite phalloïde, ces fructifications ne représentent que la partie visible des vastes réseaux mycorhiziens qui relient les arbres sous terre. Grâce à ces voies vivantes, les arbres échangent nutriments et informations, créant ce que les scientifiques considèrent désormais comme le système de communication de la forêt. Dans les forêts de chênes galloises, plus de 1800 espèces de champignons ont été recensées, dont beaucoup sont introuvables ailleurs en Grande-Bretagne. Le polypore du chêne, rare, ne pousse que sur les vieux arbres et produit des fructifications en forme de crochets qui peuvent persister des mois.
De son côté, le champignon du miel bioluminescent brille étrangement la nuit, son mycélium créant l'un des plus grands organismes vivants de la planète en se propageant dans le sol forestier. L'apparition soudaine des champignons après les pluies d'automne paraît magique, mais représente l'aboutissement de processus biologiques complexes. Pendant la majeure partie de l'année, les champignons se présentent sous forme de réseaux invisibles de mycélium, ne produisant leur fructification distinctive que lorsque les conditions sont idéales pour la dispersion des spores. En automne, ces conditions s'harmonisent. L'humidité, la température et l'apport de nutriments provenant de la chute des feuilles créent des conditions idéales pour la reproduction fongique. En tant que décomposeurs, les champignons jouent un rôle essentiel dans le cycle automnal de la mort et du renouveau. Ils décomposent les tonnes de matière organique qui tombent de la canopée, transformant la matière morte en nutriments qui alimenteront la croissance du printemps suivant. Sans leur travail silencieux, la forêt finirait par suffoquer sous ses propres détritus. Si les chênes constituent l'épine dorsale des forêts galloises ancestrales, les bouleaux argentés apportent une touche éthérée à la palette automnale. Leurs troncs blancs et élancés contrastent fortement avec les couleurs flamboyantes de la saison, tandis que leurs petites feuilles en forme de losange se transforment en pièces d'or scintillantes qui flottent au moindre souffle de vent. Espèces pionnières, les bouleaux prospèrent là où d'autres arbres peinent à se développer, colonisant les zones perturbées et créant les conditions propices à l'implantation d'espèces à croissance plus lente. Leur système racinaire superficiel et étendu stabilise le sol et préviennent l'érosion lors des fortes pluies automnales. Bien que leur durée de vie soit plus courte que celle des chênes, dépassant rarement 80 ans, les bouleaux contribuent à une diversité vitale de la structure forestière. En automne, leur écorce papyracée se décolle en boucles délicates, révélant la surface lisse en dessous. Ce renouvellement constant aide l'arbre à se débarrasser des parasites et des maladies, une adaptation qui permet aux bouleaux de prospérer malgré leur défense relativement faible. Comme leurs feuilles tombent plus tôt que celles de nombreux autres feuillus, les bouleaux créent des puits de lumière dans la forêt, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol et favorisant la floraison tardive des plantes. Pour l'écureuil roux, l'automne est une période d'activité intense. Après avoir élevé 2 portées durant les mois d'été, la population se consacre désormais entièrement à la cueillette. Ces créatures colorées, avec leurs oreilles touffues et leur pelage roux qui s'harmonisent parfaitement avec la palette de couleurs de la saison, deviennent emblématiques de la préparation de la forêt à l'hiver. Les écureuils peuvent créer plusieurs caches, mémorisant non seulement leur emplacement, mais aussi le type de nourriture stockée dans chacune. Cette stratégie sophistiquée garantit un accès à une nutrition adéquate pendant les mois de disette hivernale. Leur mémoire spatiale extraordinaire leur permet de récupérer des noix enfouies des mois plus tôt, même sous la neige épaisse. Dans les forêts galloises, l'écureuil roux est confronté à la concurrence de l'écureuil gris, introduit dans la région. L'automne représente un avantage crucial pour les écureuils roux indigènes, car leur petite taille nécessite moins de nourriture pour survivre à l'hiver. Leurs habitudes alimentaires, qui privilégient les graines de pommes de pin et de noisettes, causent moins de dommages aux arbres que le comportement écorcificateur des écureuils gris. Alors qu'ils se faufilent entre les branches, leur queue touffue assurant un équilibre parfait, les écureuils roux se transforment en flammes vivantes au milieu du feuillage automnal, leur présence rappelant le cœur sauvage de la forêt. En novembre, la forêt a complètement changé de son état estival. L'éclat des couleurs automnales s'estompe pour laisser place à des bruns et des gris plus sobres à mesure que les dernières feuilles tombent. L'air se fige, les oiseaux se taisent et les insectes disparaissent. La forêt semble s'éteindre, mais en réalité, elle ne fait que passer à sa configuration hivernale, un état d'être différent mais tout aussi complexe. Alors que les premières gelées glacent les feuilles mortes, la forêt galloise se prépare à la saison la plus difficile de toutes. L'hiver, avec sa rareté et son froid, mettra à l'épreuve toutes les stratégies d'adaptation et de survie que l'évolution a produites.
Seuls ceux qui s'adaptent parfaitement à ces forêts anciennes émergeront pour voir un nouveau printemps. L'hiver s'abat sur les forêts galloises avec une fin paisible. Le gel transforme les feuilles mortes en sculptures délicates, tandis que la brume matinale flotte entre les branches nues comme un temps suspendu. Pour les habitants de la forêt, la saison de l'abondance est terminée, remplacée par des mois de pénurie et de survie. L'architecture squelettique des arbres à feuilles caduques domine le paysage, leurs ramifications complexes se détachant sur le ciel hivernal. Seuls les conifères et quelques chênes tenaces, agrippés à leurs feuilles mortes, rappellent visuellement la densité estivale de la forêt. Cette apparente dormance masque les stratégies complexes de survie qui se jouent aux quatre coins de l'écosystème. Des adaptations physiologiques aux changements comportementaux, les habitants de la forêt emploient des techniques remarquables pour affronter les défis de l'hiver. L'écureuil roux, originaire des îles Britanniques et autrefois omniprésent, trouve aujourd'hui refuge dans les forêts de conifères du pays de Galles. C'est une créature apparemment taillée pour la verticalité, avec ses oreilles touffues et sa longue queue touffue qui lui procurent équilibre et chaleur. Contrairement à son cousin gris, envahissant, l'écureuil roux ne dépend pas de ses réserves de graisse pour survivre aux mois les plus froids. Sa survie repose plutôt sur sa mémoire, un souvenir précis des milliers de caches de nourriture dissimulées sur son territoire. Ces caches sont soigneusement dispersées, ce qui réduit le risque de perte totale en cas de pillage ou d'oubli. L'évolution a perfectionné ce comportement au fil des générations, façonnant non seulement l'esprit de l'écureuil, mais aussi sa forêt. En oubliant quelques graines, l'écureuil roux devient un agent de régénération. Chênes, noisetiers et pins poussent dans des réserves oubliées, perpétuant ainsi la longue danse entre le rongeur et l'arbre. La relation de l'écureuil avec sa forêt va au-delà de la dispersion des graines. Dans le calme du milieu de l'hiver, il peut se nourrir du cambium riche en nutriments sous l'écorce des arbres ou piller les nids d'oiseaux à la recherche d'œufs. L'opportunisme jouant un rôle discret dans sa survie. Il n'est pas seulement un résident, mais un façonneur, influençant la composition même des arbres qui l'entourent. Les forêts riches en pins sylvestres et en noisetiers favorisent la persistance de l'écureuil, qui, en retour, trouve de nouveaux terrains grâce à son oubli. Ainsi, l'écureuil roux devient non seulement un élément de la forêt, mais aussi l'un de ses architectes discrets. Dans les sous-bois, une créature bien plus discrète vaque à ses occupations hivernales avec une ténacité tranquille. La martre des pins, autrefois quasiment éradiquée d'une grande partie de la Grande-Bretagne, a retrouvé un second souffle dans les forêts du centre et du nord du pays de Galles. Fine et agile, dotée d'une épaisse fourrure brun chocolat et d'une tache crème caractéristique sur la gorge, elle se déplace dans les branches et la neige avec une aisance féline. La martre des pins n'hiberne pas, mais l'hiver la voit ralentir son rythme, se retirant dans les creux des arbres et les vieux nids d'écureuils pendant la journée et s'aventurant au crépuscule en quête de nourriture. Son régime omnivore, composé de petits mammifères, d'oiseaux, de fruits et de charognes, lui confère une grande flexibilité, un atout précieux en période de vaches maigres. Mais c'est peut-être son rôle inattendu de frein à l'écureuil gris qui l'ancre le plus profondément dans la mosaïque écologique des forêts galloises. Des études suggèrent que sa corpulence plus imposante et son mode de vie moins arboricole le rendent plus vulnérable à la prédation par les martres, une pression qui profite indirectement aux écureuils roux indigènes. Ainsi, la réapparition de la martre des pins a commencé à faire basculer l'équilibre écologique vers ses anciens rythmes, rétablissant des relations perturbées par l'intervention humaine. Haut dans les airs et à l'œil perçant, l'autour des palombes règne sur cette forêt hivernale avec une grâce silencieuse et mortelle. Fantôme à travers les arbres, il est taillé pour la maniabilité, avec ses ailes courtes et sa longue queue qui lui permettent de se faufiler entre les troncs à la poursuite de ses proies. Ce n'est pas un migrateur saisonnier. L'autour des palombes subit tout le poids de l'hiver. Avec les feuilles tombées, la canopée ne protège plus ses embuscades, exigeant plus de ruse dans la chasse. Pigeons ramiers et geais, pris au dépourvu, succombent à ces serres écrasantes dans des poursuites explosives à travers les fourrés.
Les autours des palombes étaient autrefois éteints en Grande-Bretagne, chassés jusqu'à l'extinction, mais les réintroductions et la recolonisation naturelle les ont ramenés dans des lieux privilégiés comme les marches galloises et les forêts de montagne. Leur retour marque une évolution vers le réensauvagement, l'idée selon laquelle les écosystèmes doivent disposer d'espace pour se régénérer et se reconstituer. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, les autours régulent les populations d'oiseaux et de mammifères plus petits, façonnant subtilement la dynamique de la forêt sous leur vol circulaire. Leur présence apporte l'équilibre, et leur ombre recouvre à nouveau une forêt qui retrouve son intégrité. Mais aucune discussion sur les forêts galloises ne serait complète sans mentionner les arbres eux-mêmes. Parmi les chemins forestiers enchevêtrés et les mousses ruisselantes, le noisetier pousse en abondance et en silence. Souvent négligé à côté des chênes et des hêtres, le noisetier est pourtant une pierre angulaire du sous-bois britannique, un arbre chargé d'histoires et de services. Ses tiges, poussant en taillis groupés, témoignent de siècles de gestion humaine. Régulièrement taillées, elles repoussent avec vigueur, créant des fourrés denses qui abritent loirs et oiseaux nicheurs. L'histoire évolutive du noisetier sur ces îles remonte à plus de 9000 ans, apparaissant avec les premières forêts post-glaciaires. Ces chatons, fins doigts jaunes, pollinisés par le vent, sont parmi les premiers signes du retour de la vie au début de la nouvelle année, apparaissant fin janvier, avant même que la plupart des autres arbres ne soient nés. Pour les écureuils roux et les loirs, ces noix constituent une source de nourriture essentielle, riche en graisse et en énergie. Pour les humains, le noisetier a fourni du combustible, des clôtures, du clayonnage pour les maisons et même, dans le folklore, des baguettes de sourcier. C'est un arbre aussi intimement lié aux humains qu'aux animaux. Avec le déclin du taillis au XXe siècle, les souches de noisetiers se sont noueuses et étouffées, et certaines espèces qui en dépendaient, comme le loir, en ont souffert à leur tour. Pourtant, lorsque la gestion active des forêts reprend, le noisetier répond avec sa générosité familière, envoyant de nouvelles pousses et accueillant ses anciens compagnons. La forêt n'oublie pas ce qui a fonctionné autrefois. Pour les créatures des forêts galloises, l'hiver représente le test ultime de leur capacité évolutive. Ceux qui survivent jusqu'au printemps ont prouvé que leur capacité d'adaptation était à la hauteur du plus grand défi de la nature. Dans ce paysage ancestral, le changement des saisons a façonné la vie pendant des millénaires, créant l'un des écosystèmes les plus résilients d'Europe. Les forêts galloises que nous observons au fil des saisons représentent des écosystèmes en équilibre fragile. Chaque créature, du majestueux cerf élaphe aux microscopiques bactéries du sol, joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de la résilience de ces forêts anciennes. Pourtant, ces forêts évoluent, parfois progressivement, parfois radicalement, sous l'influence de processus naturels et de l'intervention humaine. Comprendre ces changements est essentiel pour assurer leur survie pour les générations futures. Le changement climatique a commencé à modifier les cycles saisonniers qui régulent la vie dans ces forêts depuis des millénaires. Le printemps arrive plus tôt, avec un débourrement avancé jusqu'à 2 semaines par rapport au milieu du XXe siècle. Ce changement crée des déséquilibres potentiels entre espèces interdépendantes. Les plantes peuvent fleurir avant l'émergence de leurs pollinisateurs, ou les chenilles éclosent avant le retour des oiseaux de migration pour s'en nourrir. Les températures hivernales sont devenues plus irrégulières, avec des périodes de chaleur inhabituelles interrompant la dormance des espèces hibernantes. Lorsque des animaux comme les hérissons ou les loirs se réveillent prématurément, ils consomment de précieuses réserves d'énergie mais trouvent peu de nourriture disponible, réduisant ainsi leurs chances de survie jusqu'au printemps. Les régimes pluviométriques ont également radicalement changé. Les forêts galloises connaissent désormais des périodes de sécheresse plus longues, ponctuées de pluies plus intenses. Cette combinaison met à rude épreuve même les arbres bien établis, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux infestations de ravageurs. La fréquence accrue des sécheresses estivales affecte particulièrement des espèces comme le hêtre, qui peut progressivement se réfugier dans des sites plus humides à mesure que les conditions changent.
Pour la faune de la forêt, ces changements créent à la fois des défis et des opportunités. Certaines espèces étendent leur aire de répartition vers le nord avec le réchauffement climatique. La citelle, autrefois rare dans le nord du pays de Galles, s'est progressivement déplacée vers des zones auparavant inadaptées. De même, l'abondance du pic-et-pêche a augmenté grâce à des hivers plus doux qui améliorent sa survie hivernale. D'autres espèces sont menacées de déclin, leurs besoins spécifiques en matière d'habitat étant perturbés. Le pouilleau siffleur, qui dépend de la continuité de la canopée des forêts décidues matures, a vu ses populations s'effondrer avec la modification de la structure forestière. Le papillon rare, le damier brun, est en difficulté face à la raréfaction du microclimat spécifique nécessaire à ses chenilles. Les maladies constituent une autre menace importante pour ces écosystèmes. Le dépérissement du frêne, causé par un champignon introduit, transforme la composition des forêts galloises. Le frêne représentant jusqu'à 16% des arbres gallois, la disparition de cette espèce a des effets en cascade sur l'ensemble de l'écosystème. Plus de 900 autres espèces associées au frêne sont confrontées à un avenir incertain, leur hôte disparaissant du paysage. Le déclin aigu des chênes menace les fondations même de nombreuses forêts galloises. Ces arbres anciens, parfois présents depuis des siècles, peuvent succomber en quelques années seulement à ce syndrome complexe impliquant des bactéries, des agriles et des facteurs de stress environnementaux. La disparition de chênes anciens ne se limite pas à la mort d'arbres individuels, mais à celle de micro-habitats entiers qui abritaient des milliers d'espèces associées. Les espèces non indigènes continuent de remodeler la dynamique forestière. Les écureuils gris, introduits d'Amérique du Nord au XIXe siècle, supplantent les écureuils roux indigènes et arrachent l'écorce des jeunes arbres, entravant ainsi la régénération. Le rhododendron envahissant forme des fourrés denses qui ombragent les plantes indigènes du sous-bois et empêchent les semis d'arbres de s'établir. Pourtant, malgré ces défis, des réussites en matière de conservation sont porteuses d'espoir pour l'avenir. Le retour de la martre des pins dans les forêts galloises démontre comment une espèce autrefois persécutée au bord de l'extinction peut se rétablir grâce à une protection juridique et à la restauration de son habitat. L'augmentation des populations de martres des pins crée des avantages inattendus en s'attaquant préférentiellement aux écureuils gris et en contribuant potentiellement au rétablissement de l'écureuil roux. Le retour remarquable du milan royal, autrefois limité à quelques couples nicheurs dans des vallées galloises reculées, est devenu une espèce commune dans tout le pays. Il s'agit de l'une des plus grandes réussites européennes en matière de conservation. Ce magnifique rapace est désormais à la fois un symbole du patrimoine naturel gallois et un rappel qu'une action de conservation déterminée peut inverser des situations apparemment désespérées. Les pratiques de gestion forestière ont considérablement évolué, reconnaissant la valeur du bois mort, la diversité des structures d'âge et la connectivité des habitats. Là où la foresterie commerciale créait autrefois des plantations uniformes de conifères, l'approche actuelle vise à développer des forêts mixtes et résilientes aux multiples fonctions, allant de la production de bois et de la séquestration du carbone à la conservation de la biodiversité et aux loisirs publics. L'une des visions les plus ambitieuses pour les forêts galloises concerne la restauration à l'échelle du paysage. Le projet Summit to Sea vise à créer un habitat continu, du sommet de la montagne à l'océan, permettant à la faune de se déplacer librement dans le paysage. Cette connectivité devient de plus en plus vitale à mesure que le changement climatique contraint les espèces à modifier leur aire de répartition pour s'adapter aux conditions climatiques. Les propositions de réintroduction d'espèces forestières galloises disparues suscitent à la fois enthousiasme et controverse. Le castor d'Europe, disparu du pays de Galles il y a des siècles, a été réintroduit dans le cadre d'essais limités. Ces ingénieurs écosystémiques créent des zones humides, ralentissent le débit des eaux et accroissent la biodiversité grâce à la construction de barrages, offrant potentiellement des solutions naturelles aux problèmes d'inondation et de qualité de l'eau.
la perspective du retour de prédateurs de pointe comme le loup et le lynx dans les forêts galloises est plus controversée. Les défenseurs de cette espèce affirment que ces prédateurs restaureraient les processus naturels en contrôlant les populations de cerfs, en réduisant la pression du broutage et en permettant la régénération naturelle. Les opposants évoquent des préoccupations concernant la prédation par le bétail et la sécurité humaine. Ce débat met en lumière la complexité des enjeux sociaux et écologiques de la conservation moderne. Pour les communautés humaines riveraines de ces forêts, l'évolution de leurs relations avec les espaces boisés reflète des changements sociétaux plus vastes. Autrefois considérées principalement comme des sources de bois, de combustible et de gibier, les forêts sont de plus en plus valorisées pour leur contribution au bien-être, au loisir, au stockage du carbone et à la lutte contre les inondations. Cette évolution de la perception ouvre de nouvelles perspectives de protection et d'expansion des forêts. Les initiatives éducatives connectent les nouvelles générations à leur patrimoine forestier. Les écoles forestières permettent aux enfants d'expérimenter le changement des saisons, développant ainsi leurs connaissances environnementales et leur résilience personnelle. Les recherches démontrent systématiquement que le temps passé en forêt améliore la santé mentale, les fonctions cognitives et le bien-être physique. Des projets de sciences citoyennes mobilisent des milliers de bénévoles pour surveiller la santé et la biodiversité des forêts. Du suivi des événements phénologiques comme les dates de première floraison à l'enregistrement des cris des chauves-souris et du nombre de papillons, ces efforts fournissent des données précieuses tout en favorisant le lien du public avec les écosystèmes forestiers. Les savoirs autochtones et les pratiques de gestion traditionnelles sont de plus en plus reconnus pour leur pertinence face aux défis contemporains. Des techniques comme le taillis, qui consiste à couper les arbres pour stimuler la repousse de plusieurs tiges, créent une structure forestière diversifiée, bénéfique à de nombreuses espèces spécialisées, tout en assurant une récolte durable de bois. La pratique ancestrale du panage, où les porcs cueillent glands et faînes dans les bois, est remise au goût du jour dans certaines régions. Cette gestion traditionnelle supprime la fougère, réduit les risques d'incendie en brisant la litière de feuilles et crée des microsites de germination pour les semis d'arbres. Cela démontre comment des pratiques historiques peuvent répondre aux besoins modernes de conservation. Les forêts tropicales celtiques du pays de Galles, forêts pluviales tempérées situées le long de la côte ouest, bénéficient d'une attention particulière en matière de conservation. Ces écosystèmes rares, caractérisés par des précipitations abondantes, une humidité constante et une diversité exceptionnelle de mousses, d'hépatiques et de lichens, représentent des habitats parmi les plus riches en biodiversité d'Europe. La reconnaissance internationale de leur importance mondiale a permis d'accroître les financements destinés à leur protection et à leur restauration. La compréhension scientifique des écosystèmes forestiers continue d'évoluer, révélant des relations toujours plus complexes entre les espèces. La recherche sur les réseaux mycorhiziens, c'est-à-dire les connexions fongiques entre les arbres facilitant le partage des ressources et la communication, a transformé notre conception des forêts, passant d'ensemble d'individus concurrents à des communautés coopératives. Cette prise de conscience croissante de la complexité des forêts éclaire les efforts de restauration, qui vont au-delà de la simple plantation d'arbres et visent à reconstruire des écosystèmes fonctionnels avec toutes leurs composantes. Une restauration forestière réussie nécessite une compréhension de la biologie des sols, de la dynamique des herbivores, des mécanismes de dispersion des graines et de nombreux autres processus écologiques. En quittant les forêts galloises après notre voyage d'1 an, nous emportons avec nous une compréhension plus approfondie de ces écosystèmes remarquables. Leur avenir est confronté à des défis majeurs liés au changement climatique, aux maladies et aux utilisations concurrentes des terres. Pourtant, la résilience démontrée face aux extrêmes saisonniers laisse espérer qu'avec une protection et une gestion appropriée, ces forêts anciennes continueront d'évoluer et de prospérer. Le cycle des saisons s'inversera à nouveau, apportant une vie nouvelle au printemps, l'abondance en été, la préparation en automne et l'épreuve d'endurance ultime en hiver. Pour les magnifiques créatures qui peuplent ces forêts, ce cycle éternel représente à la fois un défi
et une opportunité. Le rythme fondamental de la vie a façonné leur évolution depuis des millénaires. Tout au long de notre voyage à travers les saisons du pays de Galles sauvage, nous avons pu observer un écosystème en apparence intact. Des forêts anciennes regorgeant de créatures spécialisées, parfaitement adaptées à leur environnement. Pourtant, la réalité est plus complexe. Ces paysages portent la marque indélébile d'une influence humaine millénaire. Le pays de Galles était autrefois presque entièrement boisé. Après la dernière période glaciaire, les arbres ont colonisé le paysage, couvrant finalement environ 80% de sa superficie. Chênes, frênes et ormes dominèrent les plaines, tandis que pins et bouleaux occupaient les hautes terres. Cette forêt primaire offre un habitat à des espèces aujourd'hui disparues, comme les loups, les ours, les lynx et les sangliers qui évoluaient librement parmi les arbres. Le premier impact humain significatif est apparu avec les agriculteurs néolithiques, qui ont commencé à défricher les forêts pour l'agriculture il y a environ 6000 ans. Leurs haches de pierre et le feu ont progressivement transformé le paysage, créant une mosaïque de forêts et de champs. Les âges du bronze et du fer ont vu ce processus s'accélérer, les outils métalliques permettant un défrichement plus efficace. L'occupation romaine a entraîné une exploitation industrielle des forêts galloises, avec des coupes massives pour fournir du bois pour la construction navale et le combustible pour la métallurgie. Les immenses mines de plomb du pays de Galles romain ont consommé d'importantes quantités de charbon de bois, entraînant la déforestation des zones environnantes. Au pays de Galles médiéval, les forêts étaient de plus en plus exploitées comme des ressources économiques. La pratique du taillis, qui consiste à couper les arbres pour stimuler la repousse de plusieurs tiges, permettait une récolte durable de bois pour la construction, les outils et le combustible. Des lois forestières strictes protégèrent le gibier des bois pour la chasse royale et noble, préservant ainsi, par inadvertance, l'habitat d'innombrables autres espèces. La révolution industrielle a marqué un tournant pour les forêts galloises. La demande insatiable de bois pour soutenir les opérations minières, alimenter les hauts fourneaux et construire des infrastructures a entraîné une déforestation sans précédent. Au début du XXe siècle, la couverture forestière du pays de Galles était tombée à seulement 5%, l'une des plus faibles d'Europe. Cette perte drastique d'habitat a conduit de nombreuses espèces à l'extinction, voire à la quasi-extinction, au pays de Galles. La martre des pins s'est réfugiée dans les zones les plus reculées, tandis que l'écureuil roux a été chassé de la majeure partie de son aire de répartition par l'introduction de l'écureuil gris. Les populations d'espèces d'oiseaux forestiers, comme le piquet-pêche et le pouillot siffleur, ont chuté, leur habitat étant devenu fragmenté en deçà des seuils de viabilité. Le vent a commencé à tourner au début du XXe siècle avec la création de la Commission des forêts en 1919. Créée principalement pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité forestière après la Première Guerre mondiale, cette organisation a lancé un ambitieux programme de reforestation. Cependant, l'accent mis sur la production commerciale de bois a conduit à la création de plantations de conifères, des forêts écologiquement simplifiées dominées par des espèces non indigènes comme l'épicéa de Sitka et le mélèze. Ces plantations, tout en augmentant statistiquement la couverture forestière, offraient un habitat médiocre à de nombreuses espèces indigènes. Les peuplements denses et équiennes créaient des conditions sombres et acides, inhospitalières pour la diversité des plantes de sous-bois qui caractérisent les forêts naturelles galloises. La pratique de la coupe rase a entraîné une destruction cyclique des habitats, empêchant le développement des structures complexes des forêts anciennes. Pourtant, même ces plantations commerciales ont évolué au fil du temps pour soutenir la faune. Grâce à l'amélioration des pratiques de gestion, intégrant des éléments tels que la conservation du bois mort, les corridors fauniques et la plantation d'espèces mixtes, la biodiversité s'est progressivement accrue. Des espèces comme l'autour des palombes et le bec croisé des sapins ont trouvé un habitat propice dans ces forêts créées par l'homme, démontrant ainsi la capacité d'adaptation de la nature. Plus récemment, le reboisement axé sur la conservation a cherché à recréer des écosystèmes forestiers plus naturels.
Des organisations comme le Woodland Trust et Natural Resources Wales ont planté des millions d'arbres indigènes, créant ainsi de nouveaux habitats et reliant des fragments de forêts isolées. Le concept du bon arbre au bon endroit a remplacé l'ancienne priorité accordée à la production maximale de bois. Le changement climatique a renforcé l'urgence des efforts de conservation des forêts. Les forêts galloises remplissent désormais de multiples fonctions au-delà de la biodiversité, comme la séquestration du carbone, la lutte contre les inondations, la protection des sols et l'amélioration de la qualité de l'eau. Le gouvernement gallois s'est engagé à créer une forêt nationale couvrant tout le pays de Galles, reconnaissant ainsi le rôle central des forêts dans la résolution des défis environnementaux. Pour de nombreuses espèces, ces efforts de conservation arrivent à point nommé. La martre des pins, autrefois menacée d'extinction au pays de Galles, a commencé à recoloniser un habitat propice, grâce à sa propagation naturelle et à des programmes de réintroduction ciblés. Le Milan royal, réduit à quelques couples nicheurs dans les vallées reculées du centre du pays de Galles, survole désormais les zones rurales et urbaines de tout le pays. Pourtant, d'importants défis demeurent. Des espèces envahissantes comme le rhododendron et la renouée du Japon continuent de menacer la biodiversité des forêts indigènes. Les maladies des arbres, comme le dépérissement du frêne, l'encre des chênes et le Phytophthora ramorum chez le mélèze, créent des incertitudes quant à la composition future des forêts. Le changement climatique engendre à la fois des menaces directes dues à des phénomènes météorologiques extrêmes et des défis indirects dus à la modification des conditions de croissance et à l'apparition de nouvelles espèces nuisibles. La pression exercée par les loisirs représente à la fois une opportunité et un défi pour les forêts galloises. Les bienfaits avérés des milieux forestiers pour la santé ont entraîné une augmentation du nombre de visiteurs, sensibilisant le public et soutenant la conservation. Cependant, les perturbations peuvent avoir un impact sur la faune sensible, notamment pendant les périodes de reproduction, tandis que le développement des infrastructures fragmente les habitats. L'agriculture continue de façonner le paysage forestier, la pression exercée par le pâturage au vin empêchant la régénération naturelle dans de nombreuses zones. La refonte des subventions agricoles après le Brexit offre des opportunités de récompenser les propriétaires fonciers pour la création et la gestion de forêts qui offrent des avantages publics tels que le stockage du carbone, la prévention des inondations et la préservation de la biodiversité. L'avenir des forêts galloises dépendra de la manière dont la société conciliera des exigences concurrentes. Production de bois, loisirs, séquestration du carbone, conservation de la biodiversité et gestion des crues naturelles. Les approches intégrées qui reconnaissent les forêts comme des écosystèmes multifonctionnels offrent la voie la plus prometteuse, même si des compromis difficiles restent inévitables. Les savoirs écologiques traditionnels gagnent en respect dans la gestion forestière. Des pratiques comme l'exploitation forestière à cheval, qui utilisent des chevaux de trait plutôt que des machines lourdes pour extraire le bois, réduisent le compactage des sols et les dommages aux arbres restants. De même, le pâturage contrôlé du bétail permet de maintenir des clairières ouvertes dans les forêts, créant ainsi une précieuse diversité d'habitats. Les forêts communautaires représentent une autre évolution positive, renouant le lien entre les populations locales et la gestion des forêts. Des vergers communautaires aux coopératives forestières, ces initiatives construisent des relations durables entre les populations et les forêts. Le projet Coed Léol vise spécifiquement à améliorer le bien-être par le biais d'activités forestières, notamment pour les communautés défavorisées. L'éducation aux écosystèmes forestiers n'a jamais été aussi importante. Les écoles forestières offrent des expériences d'apprentissage pratique qui développent à la fois des connaissances environnementales et des compétences personnelles comme l'évaluation des risques et la résilience. Les recherches démontrent systématiquement que les enfants ayant un accès régulier aux environnements forestiers développent des liens plus forts avec la nature, qui perdurent à l'âge adulte. Pour la faune sauvage, la connectivité croissante entre des zones boisées autrefois isolées offre un espoir pour l'avenir. Les espèces disparues de certaines régions du pays de Galles peuvent se recoloniser lorsque leur habitat redevient adapté.
Les corridors fauniques, bandes boisées reliant de plus grandes étendues, facilitent les déplacements à travers le paysage, permettant des échanges génétiques entre populations et des modifications de l'aire de répartition face aux changements climatiques. À l'avenir, les forêts galloises seront confrontées à un avenir incertain, façonné à la fois par des forces mondiales et des décisions locales. Le changement climatique modifiera les conditions de croissance des arbres, rendant potentiellement non viables les compositions actuelles d'espèces dans certaines régions. Une foresterie proactive et intelligente face au climat vise à créer des forêts résilientes à ces changements grâce à une sélection diversifiée d'espèces, une diversité génétique et une complexité structurelle. Le concept de réensauvagement gagne du terrain, avec des projets visant à restaurer les processus naturels plutôt qu'à maintenir des compositions spécifiques d'espèces ou des paysages historiques. Cette approche reconnaît le dynamisme de la nature et sa capacité d'autorégulation lorsque des fonctions écologiques clés sont restaurées, que ce soit par la réintroduction d'ingénieurs écosystémiques comme les castors ou par la réduction de l'intensité de la gestion humaine. Tout au long de notre périple saisonnier dans le pays de Galles sauvages, nous avons pu constater à la fois la remarquable résilience des écosystèmes forestiers et leur vulnérabilité à l'influence humaine. Les chênes centenaires, véritables centres d'habitat, peuvent vivre 1000 ans, mais être abattus en quelques heures. Les relations complexes entre les espèces ont évolué au fil de millions d'années, mais peuvent être perturbées par des maladies introduites ou le changement climatique. L'histoire des forêts galloises est avant tout celle des choix humains, passés, présents et futurs. De la déforestation quasi totale à une restauration ambitieuse, ces écosystèmes reflètent l'évolution de notre relation avec la nature. La riche biodiversité observée au fil des saisons témoigne à la fois d'un héritage évolutif ancien et des résultats des efforts récents de conservation. Alors que nous terminons notre voyage à travers le pays de Galles sauvages, la forêt poursuit son cycle perpétuel de renouvellement. Le printemps reviendra, apportant vie et possibilités nouvelles. La résilience dont font preuve ces écosystèmes face aux extrêmes saisonniers laisse espérer qu'avec une protection et une gestion appropriée, les forêts galloises pourront non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un avenir incertain. Pour les créatures remarquables que nous avons suivies tout au long de cette nouvelle année, la martre des pins apprenant à ses petits à chasser, le loir se préparant à l'hibernation, l'autour des palombes élevant sa couvée dans la canopée, la forêt est tout simplement notre foyer. Leur présence continue dans ces forêts anciennes sera la véritable mesure de notre succès dans la préservation de l'un des trésors naturels les plus précieux de Grande-Bretagne, les forêts sauvages du pays de Galles. Êtes-vous fasciné par les forêts du pays de Galles, certaines des forêts les plus dures et les plus difficiles du Royaume-Uni? Commentez ce que vous avez trouvé le plus intéressant à propos de ces forêts. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous souhaitez soutenir la conservation de cette merveille naturelle, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Assurez-vous de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer notre prochaine histoire sur la faune. Restez à l'écoute pour plus d'aventures dans la nature.